Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralbia. Quel plaisir de vous retrouver. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Microscoop. En ce samedi 6 mai, rétro-info de la semaine, nous allons commencer par revenir en évoquant ce 1er mai, fête internationale du travail, le titre de l'émission. Sur cette première partie du mois, une fête du travail sur fond de crise sociale. On va revenir avec nos invités sur la situation et puis les quelques annonces notamment du président algérien Abdelmadjid Tebboune. En deuxième partie, nous reviendrons sur cette grande date aussi, qui est le 3 mai, la journée de la presse, la liberté de la presse internationale. Donc on reviendra bien évidemment sur la situation de la presse en Algérie. Ce grand moment organisé jeudi dernier entre 13h et 15h au Palais en compagnie d'un parterre de personnalités, notamment des responsables, des généraux, le chef d'état-major et aussi RSF. RSF qui fait parler de lui cette semaine. On essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se dire, mais quelle est la position du pouvoir algérien. Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune ici ne joue pas, ne se positionne pas à de la récupération à quelques mois de normalement cette élection présidentielle. Je dis bien normalement parce qu'à l'heure actuelle, une élection qui normalement devrait avoir lieu avril ou décembre prochain, personne n'en parle. Et quand je dis personne, encore moins les politiques, mais encore moins les médias. Et puis nous reviendrons aussi sur cet échange après ce rendez-vous. Eh bien, il y a eu une petite vingtaine, vous verrez les images tout à l'heure, de journalistes, hommes et femmes, issus de médias. Normalement, en tout cas, on ne sait pas qui c'est. C'est toujours l'opacité, le flou total, malheureusement. En Algérie, on essaiera de comprendre qu'est-ce qu'il s'est dit, car depuis, il y a 2-3 vidéos qui ont été diffusées, mais jusqu'à présent, rien, bien évidemment. Ce n'était pas en direct, mais ça, c'est la tradition, malheureusement, en Algérie, notamment lorsque le président algérien s'exprime. Donc, on essaie de comprendre, est-ce que le président algérien n'est-il pas censuré, lui aussi, à son tour? Est-ce que depuis, les choses n'ont pas été découpées avant qu'elles soient diffusées normalement ce soir, donc à 21h. Sur le plateau, Azouaou Chemenour, bonsoir, militant politique. Bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités. Et je vous dis merci pour l'invitation et bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Merci, et il est avec nous sur ce plan large que nous propose notre réalisateur Boukhalfa Ben Maamar, journaliste, militant politique et membre de Riposte International. Oui, bonsoir à tous. Dans une poignée de minutes, il était avec nous mercredi dernier. C'est notre confrère Karim Kebir, journaliste. Il va venir nous rejoindre dans quelques minutes. On va revenir avec lui, bien évidemment, sur la situation de la presse et surtout, encore une fois, cette journée, ce ballet des personnalités. On a bien vu le 8 mars dernier avec une très grande journée autour de la femme, notamment au Palais. Et bien encore une fois, les Algériens ont vu au sein de l'ENTV ce grand moment, mais est-ce que réellement la presse va bien? Pour le coup, on a déjà des réponses. Messieurs, on va commencer par évoquer bien évidemment la situation sociale en Algérie. Un mois de Ramadan, Boukhalfa Ben Maamar, je vais commencer avec vous. Un mois béni, un mois de Ramadan qui se termine avec une inflation, une hausse des prix. Les Algériens sont en train de vivre malheureusement depuis plusieurs années une situation compliquée. Vous pouvez y revenir. Et puis une question assez simple, est-ce que cela est dû à cette crise politique? Est-ce que cela est dû aussi peut-être à ce manque de vision, de cap, de projet politique, de projet économique, de projet social dans ce sens? Je pense qu'il y a des indicateurs économiques qu'il faudra consulter avec beaucoup d'objectivité et dire est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie produit ce qu'elle consomme, d'une part. Est-ce que les différents secteurs hors hydrocarbures, de faire l'état des lieux de manière très très objective et sont versés dans une quelconque critique acerbe, mais tout simplement de dire où est-ce qu'on en est par rapport aux déclarations des officiels qui sont tenus sur des chiffres qui peuvent être farfelus. Quand vous voyez tout le mois de Ramadan, le prix de l'oignon qui a été au centre des discussions et des échanges fait quand même d'un aussi grand pays qui a la possibilité de faire plein de choses, mais je pense qu'il y a une crise de gouvernance. Avant de parler de la légitimité ou autre, il y a une crise de gouvernance. Voilà, et cela, c'est une sédimentation des différentes politiques qui se sont
qui se sont succédés depuis pratiquement l'indépendance. Donc, un pays qui n'arrive pas à se nourrir et qui a besoin d'aller importer le blé, qui reste quand même l'aliment numéro un en Algérie, ça reste. On doit se poser des questions pour un pays aussi riche, tout en sachant qu'il y a un pays qui est voisin à côté, qui lui exporte, qui lui n'est pas exportateur d'hydrocarbures, mais il exporte son blé en Europe, il exporte ses oranges en Europe, il exporte sa production agricole en Europe, qui produit à peu près ce qu'il mange. Donc il y a quand même, des questions qui sont légitimes, qui sont posées par beaucoup d'observateurs, aussi qui sont posées par des citoyens. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, quand vous posez ce genre de questions en Algérie, on vous taxe tout de suite d'être un anti-algérien, de rouler pour des forces occultes, pour des officiers. Alors qu'il y a eu cette semaine un récit précis du président algérien avec donc une priorité pour la considération de tous les travailleurs, de tous les métiers. Le processus important pour le président, c'est la dignité du citoyen, une économie moderne, un processus de changement. En tout cas, il y a une réalité. Azwa Chemlouk, je vous donne la parole dans un instant. On va juste rendre hommage et regarder ces quelques manifestants tout de même qui étaient présents lundi dernier. Voilà, malgré cette nouvelle loi sur les syndicats, difficulté de manifester tout de même en Algérie, on a encore une fois, on va l'écouter tout à l'heure, le président algérien qui parle d'annonce l'augmentation des salaires, des retraites. En tout cas, ce que je vous disais avant le lancement de ce petit sujet, il y a une réalité, grève, chômage, flambée des prix. C'est dû aussi pour vous à, c'est ce pouvoir qui manque de cap, une crise politique, crise sociale, et on a l'impression aussi qu'en Algérie, on annonce comme ça des fois des augmentations en fonction de... Et on n'a pas réellement une visibilité. Est-ce que c'est l'analyse que vous... Bon, je tiens juste à rectifier quelque chose, c'est que la guerre est aussi une guerre d'éléments de langage. Alors, en Algérie, on ne vit pas une crise économique ou une crise politique, mais à mon sens, c'est une crise d'économie, c'est une crise de politique. C'est-à-dire, depuis 1962, on n'a jamais eu une politique, on n'a jamais exercé une politique au sens propre des termes, au sens noble du terme. On n'a jamais eu un système économique, un modèle économique au sens propre du terme. Donc, c'est juste un avis qu'a vu, et puis après, selon les aléas et selon les intérêts du moment. Donc on essaie de se fixer même pas des caps, ou de se fixer juste des petites décisions comme ça, tactiques à peu près pour essayer de sortir d'une crise ou d'une colère, enfin essayer de détourner la colère populaire. Je vous rappelle, à titre d'exemple, en 2011, Bouteflika a fait, parce qu'au fait, en 2011, il y avait une décision de taxer l'huile et le sucre, donc en fait, de faire payer la TVA. Et donc, on a eu des soulèvements, notamment à Alger. Et en parallèle, il y a eu des soulèvements, ce qu'on appelait le printemps arabe. Donc, ce qu'a fait Bouteflika, c'est de débloquer 144 millions d'euros, je pense, en laps de temps très, très, très restreint, pour essayer d'absorber cette augmentation, essayer d'absorber cette colère. Donc en fait, c'est des décisions tactiques pour répondre sans tenir compte du budget national qui a été décidé une année auparavant. Donc en fait, le pouvoir algérien, il a entre ses mains une manne financière qui vient de la manne pétrolière, bien évidemment. Et d'ailleurs, là, vous parlez de Tebboune qui
envisage d'augmenter les salaires, parce qu'en fait, la situation financière aujourd'hui lui permet de faire ça, et puis c'est les échéances de 2024. Donc, pour revenir à la question globale, c'est-à-dire la crise politique, la crise économique et sociale que traverse l'Algérie, enfin, pas la crise, c'est-à-dire que la situation sociale et économique que traverse l'Algérie depuis 62, et répondre aux questions que soulevait, aux questionnements que soulevait Bouhalfa tout à l'heure, c'est que il y a la volonté politique, c'est-à-dire qu'il y a la volonté du pouvoir algérien. Donc le pouvoir algérien n'a jamais voulu promouvoir la production nationale ou tout ce qui est ou c'est-à-dire la touche du producteur national ou l'intégration, c'est-à-dire augmenter le taux c'est-à-dire si je parle techniquement, augmenter le taux d'intégration dans le processus de fabrication des produits en Algérie. Et ça, c'est dû à des intérêts des plus influents au pouvoir. On parlait du blé tout à l'heure, c'est que le blé, sous l'occupation française, sous le colonialisme, l'Algérie exportait du blé, exportait des agrumes, exportait de maintes produits. Mais après 62, on est devenu, avec le temps, on est devenu importateur. Ça s'explique par quoi? Ce n'est pas parce que la géographie a changé. Et dépendant des autres aussi. Et dépendant des autres. Ce n'est pas parce que la géographie a changé ou le climat. Oui, c'est vrai qu'il y a un changement climatique, mais pas pour autant qu'on soit dépendant des autres. Il y a la volonté des plus influents. Les plus influents, ils ont des intérêts à ce que l'Algérie soit importateur, parce qu'ils y gagnent beaucoup d'argent dedans. Donc en fait, si on veut lancer de la production nationale, ça veut dire que c'est une menace à ces importateurs. Et ça va dans tous les domaines. Hein. C'est pas que dans le blé, hein. Notamment on parle du blé parce qu'il est stratégique, ou de la poudre du lait. Il y a beaucoup de domaines où les plus influents ne laissent pas une production nationale se développer parce qu'il y va de leur intérêt et de leur existence. En plus, il y a une chose aussi, c'est que, et ça c'est une vision du pouvoir qui détient les règnes aujourd'hui, c'est que pas question à ce que le peuple soit producteur. Pourquoi? Parce que s'il est producteur, donc en fait, il a sa destinée économique en main. Un peuple qui a sa destinée économique en main, c'est-à-dire qu'il paye ses impôts, et il faut savoir, c'est que l'État fonctionne avec les impôts, c'est-à-dire qu'avec les recettes fiscales. Et si demain, aujourd'hui, parce que la situation algérienne, c'est que les recettes fiscales reviennent beaucoup plus des recettes pétrolières. Donc, en fait, le pouvoir ne dépend pas du peuple, ne dépend pas de la société productrice. Mais si on était dans un cas contraire où le pouvoir était dépendant de la société, c'est-à-dire du peuple qui payait ses impôts, le jour où ce peuple se soulève contre son la richesse pouvoir, du travail. Exactement, où il se soulève contre son pouvoir, donc il va arrêter de payer les impôts, et quand il va arrêter de payer les impôts, c'est l'État qui va arrêter de distribuer les salaires pour sa police, pour sa gendarmerie, pour ses ministères et tout. Donc c'est l'État qui va arrêter, et c'est l'effondrement de l'État qui est en jeu. Donc pas de question pour ce pouvoir de donner un levier pareil au peuple algérien aussi. Messieurs, je vous demande avec beaucoup d'attention d'écouter ici le président algérien. Voilà, il parle d'augmentation de salaire, d'une dose homéopathique, de retrait, d'inflation. Enfin, je vous laisse vraiment écouter, puis vous m'en parlez juste derrière. أجور وتقليص ضرائب على بعض الطبقات أجور إلى آخره. هذه خلاص أنا فيها باش تكون إضافات أخرى. Je parle de ça, Monsieur le Président. Nouvelles augmentations. Nouvelles augmentations. Il ne faut pas déséquilibrer le budget national. ماشيش أن l'inflation galopante ونصبح l'inflation à 2 ou 3 chiffres, 2 chiffres au moins, اللي ما نديرهاش. يقن باللي القدرة الشرائية لازم تترفع على المواطن، وهذه رانا في سنتين تدريجيا دوز homéopathique pour ne pas déséquilibrer le budget national, pour ne pas déséquilibrer l'économie. Au fur et à mesure que le PIB augmente, les salaires augmentent, l'inflation doit diminuer ou au moins rester stationnaire. اليوم احنا هذا وين قررنا في ميزانية 2023 باش يبدو في مارس يسدوا لهم الرواتب المرفوعة، ونخمم ثاني في زيادة أخرى. هذه لا،
ما في 2024 ممكن تكون لان مانيش رابطها بديزانديس بريسي، مي رابطها بالقدره الشرائيه الحقيقيه بالنسبه للشيء اللي صاير في العالم. Messieurs, quand vous écoutez là, cette réponse à ces confrères journalistes, notamment autour de l'inflation, du pouvoir d'achat, l'augmentation des retraites, des salaires, Pour moi, c'est un alambic qui en bout de course, va plutôt dans le sens où il va noyer le poisson dans l'eau. Parce que la réalité, l'envers du décor, c'est vous n'avez qu'à prendre un téléphone et appeler votre famille de l'autre côté de la Méditerranée, et puis ils vont vous décrire leur quotidien, comment il est fait. Vous prenez le salaire moyen d'un cadre moyen, ça veut dire qui est pratiquement début de mois, au 3 ou 4 du mois, s'il a eu la chance d'avoir reçu son loyer en temps et en heure, parce que des fois, ce qu'on ne dit pas, ce que les autorités masquent, c'est que les gens ne reçoivent leur salaire qu'au bout de 5-6 mois. Quand il arrive, il est déjà absorbé par des dettes, par l'ardoise que l'on a chez le commerçant du quartier, que l'on a chez le... voilà, c'est-à-dire que de quoi parle-t-on? Le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est de pouvoir aller se soigner quand il le faut. C'est de pouvoir payer une paire de lunettes à cet enfant qui en a besoin parce qu'il est en phase d'apprentissage. Vivre dignement, ça veut dire que... Vous le trouvez comment, le président, messieurs, quand il navigue à vue, ou vous sentez quand même qu'il est au pouvoir depuis plus de 3 ans et demi, il est à quelques mois de son... Normalement, on ne sait pas, deuxième mandat ou pas, vous le trouvez comment? Il est clair, il est construit, on sent qu'il y a un projet, on est toujours un peu dans ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je pense qu'au-delà le personnage, moi personnellement, j'en ai plus je n'ai pas d'appréciation spécifique par rapport à ça. Mais quand Son contenu en tout cas. Mais quand on voit les répercussions sur le réel, sur la vie quotidienne des gens, il y a des décisions qui ont été catastrophiques quand même. Donc, est-ce qu'on est réellement dans un processus de prise de décision, ou est-ce qu'on est dans un processus de non-prise de décision? Moi, je pencherais plutôt pour le deuxième, c'est-à-dire que l'Algérie, y compris ses autorités, subissent les conséquences d'une crise de gouvernance déjà, éludant le problème politique. Donc il y a une crise de gouvernance dans la gestion des ressources, dans les investissements, dans la définition des priorités et des capacités de l'Algérie à pouvoir se nourrir elle-même. Et comme disait Wow, il n'y a pas eu de projet qui a été défini. Oui, il y a eu une quête de légitimité politique qui a complètement mis à côté les questions de subsistance et de projets économiques pour l'Algérie. Une réaction peut-être, mais je crois que la question que je viens de poser, est-ce que ça navigue à vue un peu, ou vous ressentez de même des choses un peu sensées, rationnelles du président? On parle bien sûr de l'homme politique, mais c'est vraiment redondant à chaque fois. C'est peut-être du saupoudrage où on fait des annonces, des retraites, des augmentations comme ça, par-ci, par-là. Il navigue à vue, certainement, parce qu'en fait, le seul projet qui a le pouvoir, incarné par Tebboune, c'est celui de se maintenir au pouvoir. À part cette hantise, j'allais dire, du pouvoir, il n'y a pas d'autre hantise. Donc il y a de l'argent. Depuis 62, on est 60 ans, plus de 60 ans, qu'on vit grâce aux hydrocarbures. C'est une richesse, vous vous rendez compte, qui a été créée il y a des millions d'années. On n'est même pas responsable de la création de cette richesse. C'est quand même fou. Et quand on nous dit que l'Algérie est un pays assez récent, un pays jeune, moi je ne crois pas à cette théorie, parce qu'en fait il y avait eu des pays qui ont eu leur indépendance même à la même période que l'Algérie. Ils sont aujourd'hui des pays prospères, des pays même développés. On prend la Corée du Sud par exemple, c'était à peu près la même naissance que l'État algérien. Et on voit aujourd'hui la Corée du Sud. On en est la Corée du Sud. Donc dire que l'Algérie est un pays récent ou un pays jeune, à mon sens, je ne crois pas à cette
cette théorie, parce qu'en fait, il y a des humains, comme il y a des humains partout dans le monde, nous sommes des humains comme tout le monde, donc on a des capacités, des compétences de développer notre pays. Ce qui manque, c'est cette volonté des pouvoirs en place, comme je vous disais. Comme c'est un pouvoir en place qui a, comme disait Bouhalfa, qui est en quête de légitimité, donc il y a un manque de légitimité. Son seul souci, c'est de la recherche de cette légitimité. Et parfois, cette recherche de légitimité, il va à l'encontre des intérêts nationaux, c'est-à-dire à l'encontre. Je vous citais tout à l'heure l'exemple de Bouteflika en 2011. Il faut le rappeler, c'est qu'entre 2011 et 2013, le coût des transferts sociaux a triplé. C'est-à-dire que l'Algérie, en 2011, subventionnait aux alentours de 10 milliards de dollars. C'est-à-dire que les subventions que donnait l'Algérie, c'est-à-dire pour subventionner les prix des produits stratégiques, était aux alentours de 10 milliards. Mais avec les événements du printemps arabe et le soulèvement qu'on a vu en Algérie, notamment le soulèvement qu'on appelait contre l'augmentation du prix de l'huile et du sucre, on a vu que les décisions du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir a triplé ses transferts pour qu'en 2013 devienne, au bout d'un an et demi, ces transferts sociaux se sont triplés, c'est-à-dire pour atteindre les 33 milliards de dollars. Donc les 33 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est de l'argent qui a été enlevé du budget qui est censé partir dans des budgets d'équipement, d'infrastructures, de développement industriel, économique et tout, donc pour aller dans la subvention de ce que l'Algérien mange parce qu'on ne produit rien. Et il n'y a aucune politique qui va dans ce sens ou qui allait dans ce sens parce qu'il y a cette volonté des plus influents qui ont des intérêts, que ce soit à l'intérieur ou avec l'extérieur, avec des intérêts avec des multinationales, qui n'ont pas d'intérêt à ce que la production nationale se développe voilà. Au sein du pays. Deuxième actualité dominée à l'international, mais beaucoup en Algérie avec ce pouvoir. La liberté de la presse inexistante, c'est le deuxième titre. On se retrouve dans une poignée de secondes. Les constats, les analyses, les observateurs, les confrères journalistes, ceux qui sont derrière les barreaux, ceux qui sont en instance judiciaire, en procès, le définissent par leurs mots. RSF, encore une fois, cette année, donc 136e sur 180. C'est le placement donc, de Reporters sans frontières au niveau de la liberté de la presse en Algérie. L'Algérie qui perd 2 places. La liberté de la presse est confrontée à de nombreuses lignes rouges. Le simple fait d'évoquer la corruption, la répression, le hirak par exemple, eh bien, des manifestants ou des manifestations, eh bien, des journalistes qui se retrouvent voilà, derrière les barreaux et puis des simples citoyens qui donnent l'information, puisque c'est ça aussi le journalisme d'aujourd'hui, c'est d'échanger, de transmettre des infos qui sont dans des situations très compliquées. Avec nous, Karim Kébir, bonsoir cher confrère. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci infiniment, 19h30 en Algérie. Il était important de vous avoir ce soir. Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est eu cette semaine. Je ne sais pas si on peut... Est-ce que c'est d'abord ce moment, voilà, ce moment qui a eu lieu selon vous, vous qui êtes journaliste, alors vous pouvez d'abord me dire si vous avez été convié à ce moment, qui a eu lieu apparemment jeudi entre 13h et 15h, en compagnie du président algérien, des militaires, un certain nombre de personnalités. À quoi rimait ce moment? Est-ce que vraiment il est à la hauteur de la liberté de la presse en Algérie? D'abord, personnellement, je n'ai pas été invité, puisque ça fait quand même une année que mon journal a été fermé. Bouhalfa Belmahmad, journaliste aussi, et Azov Chemrouk, pour vous, à quoi rime ce moment où on voit ici un président, des images qui ont tourné? On va parler bien évidemment de RSF, d'où la présence de son représentant au nom de Khaled Darani, où des images ont énormément été diffusées
C'est ce moment-là, bon, alors est-ce qu'il représente la liberté de la presse? Je crois qu'on a compris. Mais à quoi il rime? C'est de la récupération? Pourquoi, encore une fois, une telle mise en scène pour ce chef d'État, pour ce pouvoir, avec tout de même voilà, une liberté qui est... Je pense que on peut dire gauchement et maladroitement que c'est un moment de tentative de récupération, mais au-delà de cela, c'est plutôt organisé par une consommation externe, c'est-à-dire que on a un pouvoir qui essaie d'avoir une certaine cohérence au niveau de l'image qui est donnée à l'extérieur. Donc on rentre, on prend le calendrier des journées qui sont célébrées ça et là avec une certaine importance, puisqu'il ne faut pas oublier que là, je ne sais pas, il y a eu une tentative avortée d'une déclaration du Parlement européen par rapport à ces questions-là. Donc il y a un très fort lobbying, et je passe mes mots, de l'ONG, plutôt de l'ONG Reporters sans frontières sur la question des journalistes, sur laquelle il faudra revenir aussi, qui est un lobbying qui est un peu sélectif, puisque statistiquement, il y a plus de journalistes en prison au Maroc, mais on ne voit pas autant de pression par rapport à cela. Donc il y a quand même des éléments géopolitiques qu'il faudra intégrer dans cette analyse, d'une part. Mais d'autre part, c'est un moment c'est un moment destiné à la consommation extérieure. Est-ce que cela ne rentre-t-il pas dans un deal pour la visite qui s'y prête? N'oublions pas que KRSF est une ONG française à l'origine. Azwa Chemour, pareil, encore une fois, là on voit un moment un peu particulier. On va parler dans un instant aussi, puisque juste derrière, il y a eu ces journalistes qui se sont réunis autour du président, dont pour l'instant on n'a pas eu grand-chose. Apparemment, ce soir, 21h, c'est diffusé en totalité. D'abord, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, ce président qui réunit ce moment? Dans le sens, le pouvoir ne cherche pas véritablement... Et on le voit sur le terrain, c'est-à-dire à ce qu'il y ait une vraie liberté de la presse. Mais je pense qu'avec ce genre d'événement, ce genre d'invitation, quand on invite des personnalités, enfin des journalistes ou des partis politiques, ils ne cherchent pas en réalité à asseoir, c'est-à-dire une véritable liberté d'expression politique ou toute liberté dans ses formes, mais ils cherchent, à mon sens, et ça n'engage que moi, à souiller ces partis politiques ou à souiller ces journalistes. Parce qu'au fait, ce qui importe pour le pouvoir, ce n'est pas la réalité des choses. Ce n'est pas le vécu des journalistes ou le vécu de politiques algériens, mais ce qui lui importe, c'est que c'est la photo qu'il va faire avec. Ils savent très très bien la force de l'image, la force de la photo. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on en parle du journaliste Khaled Drarni, qui a accepté l'invitation de la présidence de la République. Donc on va se limiter en quelque sorte à analyser la photo, mais pas ce qu'il y a derrière ou les objectifs ou les finalités. D'ailleurs, il l'a expliqué sur votre antenne Khaled Drarni, donc les causes ou les raisons qui ont laissé accepter cette invitation. Donc je pense que, mais nous, vis-à-vis notamment l'opinion publique, je crois qu'on va s'arrêter juste à la photo en elle-même, à l'image, sans voir autre chose. Et on l'a vécu par le passé avec plusieurs personnalités politiques, avec plusieurs partis politiques, plusieurs journalistes, plusieurs personnalités nationales. Donc le pouvoir sait très très bien ça. Le pouvoir, il sait très bien que l'image a un pouvoir de nuire. Notamment Tente de manipuler. Donc, mais ce qu'il importe aujourd'hui dans cette cérémonie, c'est que c'est l'image qu'il va envoyer. Mais la réalité, on sait très très bien, il l'a fait, excusez-moi, juste je vais finir là-dessus, il l'a fait pour le 8 mars. On sait très bien l'état des droits de la femme en Algérie, alors qu'il fait tous les 8 mars. Donc c'est juste une image, c'est juste une propagande, mais en réalité, on sait très bien qu'il y a la liberté, la presse est malmenée en Algérie aujourd'hui, notamment. Et on rappelle aussi que le chef d'état-major s'était exprimé dernièrement en faisant lien vraiment entre les institutions, la presse et aussi le corps militaire. Et on sait très bien qu'une presse doit être libre et indépendante. Alors, dans un premier temps, on va écouter effectivement le journaliste représentant RSF donc en Afrique du Nord, Khaled Drarni, qui justement s'exprime sur sa rencontre avec le président algérien.
Le secrétaire général de RSF, on m'a dit qu'il était le bienvenu en Algérie pour une visite et donc je suis très optimiste pour la suite. Le secrétaire général de RSF, on m'a dit qu'il était le bienvenu en Algérie pour une visite et donc je suis très optimiste pour la suite. Voilà, donc RSF qui a été invité 48 heures avant, ça c'est ce qu'on vous invite à retrouver l'interview que nous avons donc eu avec Khaled Drani. Donc il dit clairement que 48 heures avant, donc ils ont été contactés, invités par la présidence de la République. Et ils ont fait le choix donc d'y aller, de remettre cette lettre. Cette lettre a été remise. On va en parler avec nos invités puisque la polémique aussi de la semaine, c'est de dire est-ce qu'RSF aurait pu demander une audience? Est-ce qu'RSF aurait pu tout simplement envoyer un courrier? Pourquoi RSF est-il allé à la rencontre de ce pouvoir, de ce président qui injuriait, qui a traité donc de Rabaji, donc notamment de traître, donc Ersan El Qadi derrière les barreaux et aussi Khaled Drani. Et donc maintenant la vidéo, c'est que quelques minutes plus tard, après avoir serré la main de Khaled Drani, RSF, on a le président algérien qui dit à ses journalistes, vous allez l'écouter maintenant, que pour lui, RSF n'a aucune crédibilité et ce n'est pas important du tout. على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة وافتراء الجزائر. أولا الجزائر عندها ثقة في أبنائها أغلبهم لما نقولش الكل. ثانيا لما نشوف الزخم تاع الجرايد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ما هيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. صعب باش تتكلم على هذه المؤسسات اللي تعطي نفسها حجم دولي. ريبورتير سون فرونتيير تبقى مهما كان الحال ان او ان جي ماهيش تصنيف اللي لازم نخضع عليه. هنا يعني ناخذه بالحسبان هو التصنيف تاع الامم المتحده مؤسسات الامم المتحده. التصنيف تاع لي او ان جي اولا التصنيف تاع الناس اللي خلقوا هذا الاو ان جي الناس اللي يسيروا هذا الاو ان جي واللي يوجهوا الاو ان جي. Voilà, donc ce que dit l'APS, certaines ONG comme, je cite, un Reporter sans frontières publient des classements, je continue à citer, au gré de leurs dirigeants. Voilà la traduction de l'APS concernant ce que vient de dire le président algérien. Karim Kébir est avec nous. Vous avez la parole. Donc, on a là, encore une fois, on a un président qui serre la main d'RSF, d'un ancien détenu, d'un ancien qui a été injurié, et puis qui derrière les dénigre totalement. Pareil, à quoi joue le pouvoir ici? Et puis vous pouvez réagir, bien évidemment. Vous étiez parti tout à l'heure pour un peu la présence d'RSF, la présence de Khaled Drani à ce moment précis. Bon, on peut noter d'abord qu'on est loin du discours qu'il avait développé lorsqu'il a attaqué pendant la période quand il parlait de l'époque de Robert Ménard et tout ça, les exactions de ses parents, du colonialisme et tout ça. Vraiment, il était très violent, mais cette fois-ci, il a un peu minimiser, si vous voulez, le travail de RSF, mais sans pour autant se montrer assez méchant, si vous me permettez l'expression. Donc c'est une façon un peu, c'est beaucoup plus destiné à la consommation locale pour ne pas, c'est-à-dire se renier, parce qu'ils ont dû voir que les gens ont relevé tout de même tout ce qu'il a dit sur l'ONG, tout ce qu'il a dit sur Khaled Drani, donc forcément, il doit montrer comme quoi il ne s'est pas déjugé. Mais je pense que en organisant cette rencontre, bon, je ne sais pas, je pense personnellement que c'est la présidence qui a cherché à rencontrer RSF. Oui. Après, est-ce que ça a été inspiré par Paris? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je pense que la question particulièrement de l'emprisonnement de Ersan El Qadi est un véritable boulet pour eux, et donc il était hors de question à ce qu'il part en France avec toujours ce problème qui est toujours qui est toujours posé. Et donc je suppose qu'il y a eu des pressions sur le régime algérien, d'autant que le 10 mai prochain, il est question en tout cas, je ne sais pas d'ici là,
il est question qu'il y ait une séance au Parlement européen sur la liberté de la presse et le cas d'Hassan Khadir donc au Parlement européen. Déjà, il a été reporté la première fois sur pression des députés proches de Macron. Donc je suppose que c'est intimement lié à la prochaine visite de Tebboune. Donc il fallait donner cette gage et c'est pour qu'il n'y ait pas du grabuge lors de sa visite. Parce que je suppose, j'imagine en tout cas, que RSF ne resterait pas les bras croisés lors de la visite si les choses étaient restées comme elles étaient jusque-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont arrangé cette rencontre. C'est un peu pour détendre l'atmosphère et peut-être ça peut préfigurer des gestes d'apaisement de la part des autorités vis-à-vis des journalistes. Un mot, on a vu énormément ces images tournées, notamment entre Khaled Drani, le représentant d'RSF, et le président algérien. Est-ce que vous pensez que la présidence a tenté, ou en diffusant, donc scénariser, récupérer, utiliser un peu RSF, utiliser Khaled Drani notamment pour ce deuxième mandat, par exemple, ou une autre occasion? Mais bon, certainement qu'il y a, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Donc, probablement, il y a des calculs chez le pouvoir algérien. Donc, maintenant, je vous dis que c'est probablement lié à la prochaine visite. Ça, j'en suis convaincu que c'est lié à la prochaine visite. Pardon, à la prochaine visite qui est fixée donc, à la deuxième moitié du mois de juin. Donc forcément, ils doivent multiplier, ou si vous voulez, médiatiser pour tirer des dividendes. Après, est-ce qu'il y a la question du deuxième mandat? Je ne sais pas, mais de toutes les façons, vis-à-vis de l'opinion, c'est que voilà, il y a les autorités sont un peu, soi-disant, bienveillantes avec la presse, donc ils sont dans un climat de relations apaisées, même si à un moment donné, ils étaient un peu méchants avec l'ONG, donc là maintenant, voilà, ils sont dans une autre En tout cas, il y a une phase, petite avancée. Avant de vous libérer, je voudrais avoir vraiment votre regard rapide, pardonnez-moi mes invités sur le plateau, mais normalement ce soir sera diffusée la totalité montée, puisque c'est maintenant enregistré, de cette entrevue avec cette quinzaine de journalistes et le président algérien jeudi après-midi, légèrement après 15 heures. Pourquoi est-ce que les Algériens doivent attendre, je ne sais pas combien de jours avant que cela soit diffusé, donc divulgué? Il est censuré aujourd'hui, il est trié, les mots, les expressions, les analyses, les sorties du président algérien sont censurées, elles sont triées? Bon, c'est pas exclu, parce que ça leur est arrivé déjà de faire certaines bêtises. Rappelez-vous de l'histoire où il a parlé de George Washington qui a remis le pistolet à l'émir Abdelkader. C'est-à-dire il y avait souvent des ratages dans la com, donc je suppose qu'ils étaient obligés de révisionner, de voir peut-être éventuellement de supprimer des trucs, peut-être qu'ils estiment que c'est pas bon pour la com de la présidence, mais que logiquement, pour un président de la République, je pense que le direct était le mieux indiqué. Faire une conférence, le direct est le mieux indiqué pour un chef de l'État. Merci, cher confrère. On y reviendra bien évidemment, parce que les choses doivent sortir ce soir. Messieurs, je suis désolé, il nous reste 5 minutes à peine. Je vous laisse la parole sur RSF, sur ce moment, sur cette interview qui n'est pas diffusée, mais on a encore le temps dans les jours à venir. Alors, moi, je dirais tout simplement, pour avoir un peu travaillé dessus, dans les rapports que nous faisons à Riposte concernant la situation des droits de l'homme, donc il y a toujours un dossier qui est indexé concernant la presse, les journalistes.
Et voilà, donc on recense toujours les journalistes qui sont persona non grata, les journaux qui sont fermés, carrément dissous, les sites internet des journaux qui sont censurés en Algérie, donc il n'y a pas accès. Donc le tableau est complètement... Tableau est noir. En tant qu'ONG, vous comprenez, vous, qu'à un moment donné, il faut aussi passer le pas et RSF a bien fait d'aller à la rencontre d'un tel personnage qui n'a pas été tendre aussi et qui... Je pense que RSF est une organisation qui est indépendante, elle est libre de prendre les décisions qui sont les siennes. Aujourd'hui, l'enjeu pour les Algériens, moi je reprends une formule qui n'est pas de moi, qui est du professeur Adil Houari. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte de lutte, le régime propose une régression féconde parce qu'il va falloir refonder l'action syndicale, il va falloir refonder l'action journalistique, il va falloir refonder l'action politique puisqu'aujourd'hui tout est verrouillé, on a discrédité, le rouleau compresseur de la normalisation est passé par là, tout est à recréer. Donc le champ est libre pour celles et ceux qui veulent s'engager dans la refondation de ces pivots qui vont être demain le support du projet démocratique. Il y sera ou il n'y sera pas. Donc là, c'est de la responsabilité des Algériens d'abord, de celles et ceux qui sont engagés, qui se reconnaissent dans ce projet-là. Donc si on attend qu'une ONG puisse faire le beau temps chez nous, on a compris tout faux. Hein. Azoua, on termine avec vous. Oui, donc malheureusement, ce type d'événement... c'est juste au fait la poudre aux yeux, c'est que voilà, comme le disait tout à l'heure Karim Kébir, c'est que ça ne reflète pas du tout la réalité de la presse en Algérie. En plus, il faut la presse n'a jamais été libre. À mon sens, en Algérie, c'est-à-dire qu'il y a eu une cohabitation entre le militarisme et la liberté, entre guillemets, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est qu'on avait l'illusion, même, c'est-à-dire pendant l'ère Bouteflika, on avait l'illusion que la presse était libre. On a vu des caricatures qui caricaturaient Bouteflika le plus normalement du monde. Mais à mon sens, c'était pas une vraie liberté, mais c'était juste une pseudo-liberté. Liberté de ton, un mot sur peut-être la récupération où on voit quand même un président derrière complètement encore dénigrer RSF et puis qui à un moment donné va discuter avec un représentant. Le président, vous le voyez comment sur cette... Moi, je vous l'expliquais tout à l'heure. À mon sens, il cherche à souiller ces journalistes. Il ne cherche pas en réalité... parce que le pouvoir n'a pas besoin d'alliés, n'a pas besoin... Il a sa propre... il a ses propres médias, il a sa propre propagande. Et quand il voit c'est-à-dire des journalistes qui sont libres comme ça, à mon sens... Il ne cherche pas en réalité à changer les choses parce qu'il n'a aucune volonté de changer les choses, mais ce qu'il cherche à souiller, à mon sens, ces journalistes et ces partis politiques qu'il invite. Parce qu'il sait très très bien, quand on va à la présidence de la République, c'est l'image de l'invité qui est vraiment touchée, c'est l'image de l'invité qui est souillée. Peu importe le contenu de l'invitation, mais l'opinion publique a tendance à regarder l'image et non pas le contenu ou le derrière de ces invitations. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Azoua Chemlouk, militant politique, et Bour Alpha Ben Mama, membre de Riposte International, journaliste, et puis notre confrère qui était avec nous, Karim Kébir, journaliste. On reviendra bien évidemment dans le cadre de nos éditions sur les annonces. On écoutera avec beaucoup de soin le président algérien. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous.